Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 30 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, 1 207 426 850 francs CFA. C'est le budget 2021 équilibré en recettes et en dépenses de la commune de Melon. Ce budget 2021 est en baisse par rapport à l'année précédente d'environ 67 323 150 francs CFA en valeur absolue, soit 4,83% en valeur relative. Nous en parlons dans ce journal. Uniformisation des produits pétroliers d'ici le 1er janvier 2021. Les associations de défense des droits des consommateurs et syndicats nationaux crient au scandale. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à Douala, capitale économique du Cameroun. Plus de 100 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 9 jours en Afrique du Sud. Cette deuxième phase de contamination a atteint des proportions inquiétantes. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres, les développements dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Comme annoncé en titre, 1 207 426 850 francs CFA, c'est le budget 2021 équilibré en recettes et en dépenses de la commune de Melon. Ce budget 2021 est en baisse par rapport à l'année précédente d'environ 67 323 150 francs CFA en valeur absolue, soit 4,83% en valeur relative. Le maire Kouété-Jean, qui a présidé cette session d'examen du budget 2021 le 28 décembre dernier, en présence du préfet du département du Mungo, Yves-Bertrand Noël-Djana, a insisté sur la résolution des problèmes d'eau et la multiplication des activités génératrices de revenus. Au cours de cette session, la tutelle a vivement recommandé aux élus de travailler en étroite collaboration avec le maire Kouété-Jean. Elle a également attiré l'attention du secrétaire général de la séance, Galé Pascal, sur la qualité et la lisibilité du document. Le préfet, pour sa part, a rappelé que le budget ne pourrait être approuvé s'il n'est pas élaboré dans le logiciel Simba et selon les normes prudentielles du Mindevel. Suite à l'hécatombe de dimanche dernier qui a coûté la vie à une trentaine de personnes dans l'arrondissement du Mbam et Noubou dans la région du centre, le ministre des Transports publics, le ministre des Transports Jean-Ernest Massénanga Bibéré suspend l'agence de transport interurbain Avenir Voyage pour une durée d'1 mois d'inactivité. Liliane Fauguin pour plus de précisions. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Cette chanson de l'artiste camerounais Black Rodies vient ainsi interpeller les chauffeurs des transports interurbains et les passagers à plus de prudence, sans oublier les usagers et les pouvoirs publics. Dimanche dernier a été une journée de consternation et d'émoi pour l'ensemble de la population camerounaise. 39 personnes ont péri dans un accident de la circulation dans la localité de Dikinimeki, dans le département du Bam et Inoubou, région du centre. Pour apporter sa sollicitude, le président directeur général de cette compagnie de transport, LH Yacouba Aliou, a adressé dans un communiqué signé du 27 décembre 2020 ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et a saisi l'occasion pour annoncer la fermeture de toutes ces agences le 30 décembre 2020. Au lieu d'un jour, le ministre des Transports, dans un communiqué publié ce 29 décembre 2020, a annoncé la suspension pour 1 mois de l'agence de transport impliquée dans cette hécatombe. Le ministre précise que cette sanction est une mesure conservatoire qui n'exclut pas d'autres sanctions administratives et judiciaires à l'encontre de la dite compagnie à l'issue des enquêtes en cours. Les routes camerounaises sont considérées aujourd'hui par plusieurs observateurs comme un chemin de la mort. En 2017, l'on recensait 2356 accidents de la route dans le pays contre 2966 en 2016, 2896 en 2015 et plus de 3000 en 2014, selon les chiffres rendus publics le 23 octobre 2018
2018 à Yaoundé par le cabinet en charge de cette étude Agora Consulting. L'axe reliant la capitale Yaoundé à la métropole économique Douala a été identifié en 2014 par l'Organisation des Nations Unies comme l'une des voies les plus accidentogènes au monde. Il faut noter que depuis hier lundi, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibéret a lancé la campagne Zéro accident de la circulation afin d'éviter d'éventuelles hécatombes à l'avenir. Espérons que cette initiative soit un début de solution. Nous l'espérons vivement, Liliane. Il faut dire à votre suite que les responsables de l'agence Avenir Voyage SAL ont accusé réception de la note du ministre des Transports. Dans un communiqué signé le 29 décembre 2020, la direction générale d'Avenir Voyage SAL dit avoir pris acte de cette décision de monsieur le ministre des Transports dès sa diffusion. Elle a confirmé par ailleurs avoir aussitôt pris des mesures pour application immédiate à travers une cessation d'activité dans toutes les agences du territoire national camerounais. Tous les bus sont en train d'être conduits dans les différents terminaux, a-t-elle poursuivi. L'agence de voyage Avenir SAL a une fois de plus renouvelé ses condoléances aux familles des disparus durement éplorés ainsi que des souhaits de prompt rétablissement aux blessés pris en charge par ces soins, les assureurs avec l'assistance des pouvoirs publics camerounais. Uniformisation des produits pétroliers d'ici le 1er janvier 2021. Les associations de défense des droits de consommateurs et syndicats nationaux crient au scandale. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à Douala, capitale économique du Cameroun. Liliane Fogel revient pour nous sur les tournants de cette. Les prix des produits pétroliers seront uniformisés d'ici le 1er janvier 2021. C'est une annonce faite par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures lors d'une réunion tenue à Yaoundé le 10 novembre dernier. Une décision mal prise par la coalition des partenaires sociaux, ici représentée par son fondateur, Alphonse Aïssi Abena. Il y aura sortie usine TVA, après il y a le dépotoir au niveau de la SCDP, sortie SCDP, il faut encore appliquer la TVA. Donc si on applique à cascade ces augmentations de la TVA surtout, on peut se retrouver en moyenne à une augmentation de 40 à 50 francs CFA. La somme de 7 francs CFA sera le prix augmenté sur les prix existants à la pompe. Une situation qui vient compromettre de nombreux efforts consentis par les pouvoirs publics. Tout qui nous parle, c'est pour favoriser les zones des couches les plus vulnérables. On s'inscrit en fort parce que s'il faut uniformiser le prix du carburant, autant mieux le faire aussi pour le ciment et d'autres produits. 15 syndicats nationaux et une dizaine d'associations de défense des droits des consommateurs ont tenu lundi dernier à Douala un point de presse pour dénoncer et interpeller le gouvernement à reconsidérer cette décision. À chaque moment que nous avons posé un problème au chef de l'État avec des arguments convaincants, il a toujours réagi. Nous pensons encore que c'est un patriote qui va réagir. Au regard de la situation économique des Camerounais qui est au plus bas et certains qui ont été renvoyés en chômage technique à cause de la crise sanitaire, l'on se demande quel avenir attend ces citoyens. Vers qui se tourneront-ils pour assouplir leurs conditions de vie? Déjà, en 2014, le gouvernement avait décidé d'augmenter 3 produits, à savoir le prix du litre de super qui passe de 569 à 650 francs CFA. Le litre de gasoil qui passe de 520 à 600 francs CFA et la bouteille de gaz domestique de 12,5 kg qui passe de 6 000 à 6 500 francs CFA. La chute internationale de 55% du pétrole brut depuis juin 2014 a-t-il eu un impact sur la décision du gouvernement? L'avenir nous le dira. Après avoir longtemps sombré dans l'oubli et l'abandon, la cellulose du Cameroun aura bientôt peau neuve grâce à la réhabilitation de ses bâtiments. Suite à la visite de cet membre du gouvernement dans la ville de Déa, la Cellucam subira dans les prochains jours une mutation pour faire place à la Société camerounaise de l'industrie et de l'exploitation du bois. Leslie Femba, reportage. Un phénix, la cellulose du Cameroun, en abrégé Cellucam, renaîtra bientôt sous un autre nom. Ceci a été annoncé le 28 décembre dernier dans la ville d'Edéa par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké, alors qu'il était à la tête d'une délégation d'une douzaine de ministres dépêchés sur le site de la future entreprise par le Premier ministre Joseph John Gauthier.
Cette entreprise, qui avait été abandonnée depuis des décennies après sa faillite, sera bientôt décontaminée et démantelée pour faire place à la Société camerounaise de l'industrie et de l'exploitation du bois, dont les installations seront faites dans les très prochains jours. Cette descente interministérielle fait suite à la signature d'un mémorandum il y a près d'un an entre la Société camerounaise de l'industrie et de l'exploitation du bois et le gouvernement par le biais du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique pour la création d'une technopole forêt-bois sur le site de l'ex-cellule CAM à Edea, chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Il faut souligner que la CB est une société de droit camerounais qui exerce dans la filiale bois depuis 2 décennies. Elle dispose d'une scierie dans la ville de Campo, région du Sud. Son implantation sur le site de l'ex-cellule CAM consistera à l'installation des unités de production de première, seconde et troisième catégorie de transformation du bois, dont 85% des produits seront destinés au marché international et 15% au marché local. La capacité de production projetée est de 60 000 mètres cubes de grumes par an. La première phase du projet, qui va de 2020 à 2022, consistera en la mise en place d'une scierie industrielle avec une unité connexe d'un centre technique de bois et d'une menuiserie industrielle. La deuxième phase, quant à elle, ira de 2022 à 2027. La CB se verra dotée d'une centrale à biomasse pour la production des unités énergétiques. Et pour la troisième phase, qui ira de 2027 à 2030, elle se verra dédiée à la réactivation de l'unité à pâte de papier comme au bon vieux temps de la cellule CAM. Selon certaines sources, le projet va générer 2500 emplois directs et 6000 indirects. D'après les promoteurs de la CB, les travaux qui devaient démarrer en septembre dernier ont connu un retard à cause des contingences liées notamment à la Covid-19. Ils ont par ailleurs promis un démarrage imminent des activités dans les prochains jours. Le président de la République camerounaise, Paul Biya, vient de sortir un communiqué dans lequel il harmonise l'âge de départ à la retraite à 50 ans. Nous reviendrons sur cette actualité. Les routes de Kolesonding et Nanga et Boko Bifogo sont désormais opérationnelles. Du longueur respectif de 89 km et 6 km, ces routes ont été ouvertes à la circulation le 28 décembre 2020 au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Ndjoumessi. Liliane Foguen pour plus de précisions. Pour la réalisation de la route reliant Kolesong et Ding et la bretelle Nanga et Boko Bifoga sur la nationale numéro 1, des infrastructures routières qui viennent ainsi agrandir le patrimoine routier national et soulager les populations victimes de l'enclavement. Il s'agit en effet du projet d'aménagement du corridor Obala-Batien-Gambouam, long de 275 km sur la nationale numéro 1. Cependant, le ministre des Travaux publics, après la coupure du ruban symbolique marquant la mise en service définitive des 2 ouvrages hier lundi, a parcouru les linéaires avec sa suite pour apprécier la qualité du travail effectué. Ce projet vise entre autres l'amélioration du niveau de service de cette liaison entre les régions du centre et de l'Est en rendant possible la connectivité entre les départements de la Léké, de la Haute-Sanaga dans la région du centre, du Lom-Ndjerem dans la région de l'Est. Sur le plan économique, l'aménagement de cette route permettra d'accroître les échanges entre les régions du centre, de l'Est et des régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, reconnus pour leur fort potentiel agricole. Un travail apprécié à sa juste valeur par le ministre Emmanuel Nganou Ndjoumessi, mais aussi par les principaux bénéficiaires que sont les populations environnantes, représentées par le maire de la commune de Nanga et Boko, ainsi que le sénateur de la Haute-Sanaga. Pour ces élus, l'ouvrage impacte déjà significativement les activités économiques, de même que la mobilité à travers ce département. La livraison de ces ouvrages, ainsi effectuée, vient matérialiser l'effort d'investissement de l'État du Cameroun dans le domaine des infrastructures routières. Ceci dans la mesure où ces projets sont entièrement financés par le budget d'investissement public. Dans le septentrion, l'Amicale pour la solidarité et le développement promeut l'éducation dans les établissements scolaires. 500 tables bancs ont été remis le 26 décembre 2020 à l'esplanade de la commune de Marois, 3e par l'ASD. Une cérémonie qui a été présidée par le représentant du préfet du Djamari. Je vous propose d'écouter ce reportage. Dans le septentrional, le secteur de l'éducation est confronté à de nombreuses difficultés. Le manque de salles de classe, le manque de tables-bancs constituent entre autres les obstacles pour une meilleure éducation pour les apprenants. Dans les localités du département du Djamari par exemple, il y a des écoles à cycle complet dont les élèves n'ont jamais connu de table-banc et dans d'autres, l'effectif pléthorique rime avec le manque de salles de classe.
Une situation qui fait l'objet des plaidoyers sur les réseaux sociaux et dont les élites de cette partie du pays réunis autour de l'amicale pour la solidarité et le développement ont pris à bras le corps depuis quelques années. Ce, à travers la construction et la réhabilitation des salles de classe et la dotation en table-banc. Ainsi, le samedi 26 décembre 2020, à l'esplanade de la mairie de Marois 3e, l'ASD a procédé à ce qui est devenu comme un rituel à la remise de 500 tables-bancs aux établissements scolaires des communes d'arrondissement de Marois 1, 2 et 3 et d'Argala. C'était en présence des autorités locales du Diamaré et des acteurs du secteur de l'éducation qui ont d'ailleurs salué cette initiative citoyenne. C'est un geste louable. Et ça devrait faire un impact, c'est-à-dire pour que toutes les élites de l'arrondissement de Marois 1er, du Diamaré et de la région, c'est-à-dire de l'extrême nord, si chacun faisait à son niveau quelque chose pour le développement, c'est-à-dire de l'éducation de base, dans la région de l'extrême nord, dans le département du Diamaré et plus précisément dans l'arrondissement de Marois 1er. Où il vient quand même répondre à un besoin criard au niveau des écoles, que ce soit ici dans les 3 arrondissements, à savoir Marois 1er, Marois 2e, Marois 3e. Le besoin est encore très fort dans les autres arrondissements. Et si vous avez bien suivi dans mes propos, j'ai sollicité déjà que cette amicale étende ses actions vers les autres arrondissements où les besoins se font de manière très criarde. Pour Mahamadou Bachirou, président national de l'ASD, leur association entend renforcer l'éducation dans le septentrion. Cette fois-ci, nous sommes revenus avec les tables parce que le problème de l'éducation est prioritaire. L'éducation est la base de notre action. Et nous le savons tous, beaucoup d'écoles fonctionnent dans des conditions un peu compliquées, en ce sens qu'elles manquent de certaines infrastructures, à savoir les tables-bancs. Plus que jamais, nous nous sommes décidés de doter ces établissements en matériel qui leur permet de recevoir des cours dans de bonnes conditions, afin que nos enfants puissent avoir le meilleur niveau, compétir sur le plan national au même titre d'égalité. L'ASD donc s'est proposé d'offrir 500 tables-bancs aujourd'hui à Marois. Nous offrirons encore 500 autres à Gashiga et 500 autres à Ngaoundéré dans les prochains jours. Donc, les écoles primaires sont nos priorités. L'éducation de la jeunesse est notre priorité. Il faut rappeler que la cérémonie de remise qui a eu pour cadre l'esplanade de la mairie de Marois 3e a connu de diverses prestations artistiques qui ont coloré la cérémonie. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, les acteurs de la santé, les parlementaires et autres professionnels se sont réunis depuis le début de cette semaine dans le département ministériel de la Santé publique pour faire un état sans complaisance de la lutte contre la pandémie au nouveau coronavirus afin de trouver des stratégies pour continuer à aplanir la courbe de contamination. Thierry Nopin revient pour nous sur ces travaux. Manaouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé publique, a décidément le cœur à l'ouvrage. Depuis le début de la semaine, il préside une série de concertations et de consultations relatives à l'évaluation de la riposte gouvernementale contre la Covid-19. La première séance de travail a réuni les parlementaires, les ordres professionnels et les sociétés savantes. Manaouda Malachi a indiqué aux responsables présents que la rencontre visait entre autres la recherche des stratégies pouvant améliorer la riposte contre la Covid-19 au Cameroun. Celle-ci devrait ainsi permettre d'examiner tous les aspects du dit dispositif dont les résultats n'ont pas été satisfaisants. Cette rencontre intervient, soulignons-le, dans un contexte où la pandémie de Covid-19 a pris un autre virage dans le monde. Alors que certains pays sont frappés par une troisième vague, l'on note que le coronavirus a muté avec une nouvelle souche apparue en mi-décembre en Angleterre, une mutation qui a fait paniquer le monde. Au regard de tout cela, Manaouda Malachi a souligné avec emphase que le Cameroun doit resserrer ses rangs, surtout que le nouveau virus est déjà en circulation dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Il a invité à cet effet les communautés et toutes les parties prenantes à lutter
à veiller au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais et préconisées par l'Organisation mondiale de la santé afin de continuer à planir la courbe de contamination au coronavirus. Après le propos liminaire du ministre de la Santé publique, le docteur Georges Alain Itundimbala, directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies, a fait le briefing sur l'évolution de la pandémie sur l'ensemble du territoire national depuis la détection du premier cas de coronavirus au Cameroun en mars dernier. Les stratégies, soulignons-le, de lutte se sont basées sur plusieurs actions en relevant l'aspect majeur qu'est la décentralisation de la riposte. Le docteur Alain Georges Itundimbala rappelle que le gouvernement avait implémenté cet aspect afin d'impliquer tout le monde dans la lutte. Pour rendre plus facile le processus, il a par ailleurs souligné que le ministère de la Santé publique a non seulement équipé plusieurs laboratoires et formations sanitaires, mais en plus, des personnels de santé ont été formés dans plusieurs régions à la gestion de cette pandémie. Les hôtes du MinSanté, dont la vie est sollicitée, ont félicité le patron de ce département ministériel pour son dynamisme, la qualité du travail et l'énergie déployée dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Parmi ces derniers se situe en bonne place l'honorable Cabral Libi, dont la question sur la vaccination nationale contre la COVID-19 a été relevée avec beaucoup d'intérêt. À cette préoccupation, Manouda Malachi a souligné que le dossier est déjà en étude au niveau de la présidence de la République. Selon lui, au stade actuel, le Cameroun n'a pas besoin du vaccin. Néanmoins, compte tenu des exigences internationales, notamment pour ceux qui vont devoir voyager et les personnes qui entrent au pays, le vaccin devient une nécessité incontournable. Espérons simplement que les recommandations tiennent la promesse des fleurs. Nous l'espérons vivement. Plus de 100 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 9 jours en Afrique du Sud. Cette deuxième phase de contamination a atteint des proportions inquiétantes. Face à cela, les hôpitaux sont débordés et le gouvernement sud-africain a pris de nouvelles mesures pour essayer d'endiguer le phénomène. Thierry Blanchard-Sop revient pour nous sur cette information. En Afrique du Sud, le coronavirus a refait surface de plus belle. Les hôpitaux du pays sont excédés face à l'arrivée incessante des patients atteints de Covid-19. Avec plus de 100 000 nouveaux cas enregistrés en seulement 9 jours, le pays a touché les sommets. Difficile de trouver la place pour les nouveaux arrivants. C'est un patient sous oxygène faisant des jours assis sur une chaise. Afin de combattre le phénomène, le gouvernement sud-africain interdit la consommation d'alcool, ceci pour limiter les cas de violence, les cas d'accidents qui pourraient contribuer à submerger les hôpitaux. Les citoyens sont aussi sommés de se masquer pour lutter contre cette deuxième vague. Le président Cyril Ramaphosa, en annonçant de nouvelles restrictions, a également élargi le couvre-feu. Il débute désormais à 21h au lieu de 23h et dure jusqu'à 6h du matin. Personne n'est autorisé à être hors de son domicile pendant ces heures, sauf les personnels de santé. Les forces de l'ordre sont également mises à contribution pour veiller au respect de ces mesures. Bars et restaurants ne fermeront pas complètement. Afin de préserver l'économie déjà fragilisée lors de la première vague, les clients et personnels seront mis dehors dès 20h. Tout en indexant la négligence de cette période des fêtes de fin d'année, le président a interdit pendant 14 jours la tenue de tous les rassemblements nombreux, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf les cas d'enterrement limités à 50 personnes et quelques exceptions qui seront détaillées plus tard. Après 2 mois d'hospitalisation en Allemagne pour un suivi médical après avoir été testé positif à la Covid-19, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a finalement regagné son pays hier mardi. À sa descente de l'avion, il s'est exprimé très brièvement pour souhaiter une heureuse année à tous les Algériens. Il convient de rappeler que malgré son absence, il avait continué à tenir les rênes du pays. Et n'ayant pas pu exercer ses principales prérogatives, il devra impérativement signer la loi de finances pour l'année 2021 d'ici le 31 décembre à minuit, ainsi que son projet phare qui est le décret portant sur la révision de la Constitution adoptée par référendum le 1er novembre dernier.
Suite à la mort de 2 manifestants tués par balle, le président zambien Edgar Lungu a demandé à la police d'accélérer l'enquête sur les circonstances réelles qui sont jusqu'à ce jour floues. Si l'opposition affirme que les snipers auraient ouvert le feu sur les centaines de manifestants qui soutenaient le principal opposant du gouvernement, Hakainde Hichilema, les forces de police, quant à elles, n'ont pas encore à ce jour avancé d'explications. Il faut souligner que le président zambien, après avoir reçu la semaine dernière un rapport préliminaire sur la mort de ces 2 manifestants, il avait décidé de limoger 2 hauts responsables de la police de Lusaka pour permettre une enquête plus rapide. Mais une semaine après, les conclusions tardent toujours à venir et la colère grogne toujours au sein de l'opposition zambienne. Suite à l'explosion d'un engin improvisé, 3 soldats français en mission dans la région d'Ombori au sud du Mali ont été tués à bord de leur véhicule. Ces 3 hommes âgés de 21, 23 et 28 ans qui officiaient en tant que pilote de véhicules blindés, légers, tireurs anti-chars et adjoints chefs de patrouille étaient déployés pour la première fois au Sahel depuis mi-novembre. En dépit de l'intervention de l'équipe médicale présente dans le convoi et des soins prodigués, les 3 soldats n'ont pas pu être réanimés. Reportage. L'Élysée a annoncé que 3 soldats de la force anti-djihadiste Barkhane ont perdu la vie au cours de la journée du 28 décembre 2020 lors d'une opération militaire menée au Mali. Ceci porte à 53 le nombre de soldats français morts au champ de combat depuis le début de l'engagement militaire de la France sur le sol sahélien en 2013. Ces 3 hommes, âgés de 21, 23 et 28 ans, qui officiaient en tant que pilotes de véhicules blindés légers, tireurs d'anti-chars et adjoints chefs de patrouille, étaient déployés pour la première fois au Sahel depuis la mi-novembre. Ils effectuaient une mission d'escorte entre Ombori et Gossi dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso lors de l'attaque. Suite à ce drame, le président français Emmanuel Macron a signé un communiqué dans lequel il a fait part de sa très grande émotion et a salué la mémoire des 3 militaires morts pour la France dans l'accomplissement de leur mission. Il a aussi rappelé la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme, notamment dans cette région où sévit l'État islamique au Grand Sahel. Le général Lecointe, tout comme la ministre des Armées Florence Parly, se sont inclinés devant la mémoire des 3 soldats et ont présenté leurs condoléances à leurs familles, leurs proches et leurs frères d'armes. La ministre des Armées a souligné que la France n'oublie jamais ceux qui, pour elle, pour sa liberté et pour ses valeurs, combattent et s'engagent jusqu'au bout. En rappel, la France est présente au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane qui engage plus de 5000 hommes depuis l'envoi de 600 soldats supplémentaires en 2020 face à la dégradation de la situation. Ces 3 nouveaux décès devraient porter à 53 le nombre de soldats français morts au combat dans les opérations Serval en 2013 et Barkhane en 2014. Ce nouvel attentat meurtrier intervient 3 jours avant l'arrivée du Premier ministre français Jean Castex au Tchad où il doit passer le nouvel an avec des soldats français de l'opération Barkhane. C'est tout pour cette édition de 20h de ce 30 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés. Bonsoir à tous.